Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Bonjour à tous, bonne journée. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. Bienvenue dans la matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Territoire d'info, c'est 1 heure de direct dans laquelle on retrouvera notre invité politique à 8 heures. Aujourd'hui, Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Locales qui sera débriefé par nos éditorialistes Denis Jambard et Yves Tréhard. Dans un instant, c'est le JT des territoires suivi du débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale. Puis, vous retrouverez le Zappélisé, le premier zapping politique de la journée. Mais tout de suite, le JT des territoires, comme chaque jour. Le marché de l'emploi n'a jamais été aussi tendu pour les jeunes. Vous le savez, ils sont nombreux à être en décrochage scolaire ou à ne pas arriver à trouver un emploi, même en étant diplômés. Le gouvernement a mis en place un dispositif appelé Garantie Jeunes en 2015 pour leur permettre de trouver un emploi ou une formation. Bilan de cette initiative dans l'Hérault, un reportage à Lunel de Céline Durchon pour Médias du Sud. Clotilde a 23 ans, elle est diplômée d'un bac pro comptabilité secrétariat mais n'a pas trouvé de travail dans son domaine. Elle se tourne vers des métiers commerciaux où la relation client prime et c'est une révélation. Pour la première fois, elle se sent utile et fait un métier qui lui plaît. Pendant une après-midi où je devais faire de la recherche d'emploi, j'ai fait une candidature spontanée à Intermarché aux portes de la mer et quelques jours plus tard, ils m'ont appelé pour me faire une session d'essai qui s'est très bien passée et en fait j'ai décroché directement un CDD d'une semaine après en fait. Pour aider les jeunes en décrochage scolaire et sans emploi, le gouvernement a mis en place le dispositif Garantie Jeunes en 2015, un accompagnement personnalisé sur 12 mois qui permet d'apprendre à rédiger un CV et une lettre de motivation spécifique et donner la possibilité de se déplacer à un entretien d'embauche grâce à une allocation de 460 € par mois. Les jeunes qui viennent ici, sont pour certains pas diplômés, d'autres sont assez diplômés, mais ils sont tous en précarité sociale et économique. Et donc à un moment donné, ça c'est un frein pour leur insertion. Donc à partir du moment où on les met en dynamique pour qu'ils puissent finalement pénétrer à l'intérieur de l'entreprise, ça crée des situations positives. Dans l'Hérault, le dispositif a fait ses preuves. C'est un dispositif qui a démarré en 2015 dans le département. 1200 jeunes sur le département de l'Hérault sont passés dans ce dispositif depuis le début et 1600 jeunes devraient passer dans le dispositif pour la seule année 2016. À Lunel, parmi les 6 jeunes qui sont sortis de la promotion en septembre, 5 ont décroché un stage et 1 CDD. Un bilan plutôt positif pour ce nouveau local. Regardez ces images. À Calais, la construction du mur anti-intrusion se poursuit malgré l'arrêté interruptif pris par la maire de la ville, Natacha Bouchard. Un arrêté sans effet puisque la préfecture l'a dans la foulée suspendu. Le mur est financé par les Britanniques, soutenu par l'État français via la préfecture qui intervient donc dans son domaine. À l'annonce du démantèlement de la jungle de Calais, Natacha Bouchard avait estimé que ce mur de 4 mètres de haut et d'1 kilomètre de long n'avait plus lieu d'être. C'est des images de Caroline Wichten pour WEO TV. Direction Villeurbanne maintenant, près de Lyon, à la rencontre de Manar Najar, un chef d'entreprise syrien qui, malgré la guerre, tente de continuer à travailler avec Alep, une ville assiégée. Portrait signé Stéphanie Clopin pour TLM TV. Voici les dernières images de certains quartiers d'Alep en Syrie, bombardés ces derniers jours par l'aviation russe. Une ville dévastée mais pas complètement isolée. Manar Najar, syrien d'origine vivant à Villeurbanne, possède une savonnerie au nord de la ville. Alep, c'est une ville plus grande que Lyon. Et le quart sud-ouest d'Alep, il est bombardé pratiquement jour et nuit. Mais les 3/4 d'Alep, elle est encore vivante. Et personne qui parle de ça, ce qui est dommage. Parce que quand même, Alep, qui reste actuellement à peu près entre 1,3 million d'habitants qui vivent, qui travaillent. Je ne dis pas que la situation elle est parfaite. Il y a la guerre. Malgré la guerre et le chaos, la vie continue sur place. La savonnerie de Manar n'a jamais stoppé sa production. Et il va exporter 3 containers de Syrie ce mois-ci. On continue à travailler, merci Dieu, parce que si vous voulez, il y a énormément de gens qui ont besoin de travailler, de vivre. Par exemple, dans notre savonnerie là-bas sur place, il y a 22 familles qui travaillent, qui vivent de ça. La situation étant extrêmement imprévisible sur place, Manar a d'ores et déjà stocké à Villeurbanne 2 ans de production d'avance, au cas où sa savonnerie ne pourrait plus fonctionner. À quelques jours de l'hommage national aux victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice, la métropole Nice-Côte d'Azur débloque donc une enveloppe de 2 millions d'euros pour soutenir l'activité économique fragilisée. Les détails de ce plan avec Lucie Camin pour Azur Télé. 2 millions
millions d'euros pour soutenir les entreprises niçoises directement impactées par le 14 juillet. Voici la principale délibération votée lors du Conseil métropolitain. Un fonds exceptionnel qui concernera les établissements du secteur touristique ayant perdu au moins 20% de leur chiffre d'affaires sur le mois qui a suivi l'attentat. Les conditions, c'est d'être une entreprise de moins 20 salariés, c'est-à-dire qu'on se tourne vers les plus petits, dont on sait qu'ils représentent par addition de nombreux emplois sur la cité, et aussi qui sont ceux qui ont moins les reins solides pour pouvoir résister à une baisse trop brutale. Seuls les commerces situés en cœur de ville, compris entre le boulevard Gambetta à l'ouest et l'avenue Thiers au nord, pourront bénéficier de ce fonds exceptionnel, un secteur que l'opposition aurait souhaité voir élargi jusqu'à Carras, à l'ouest de Nice. Après le boulevard Gambetta, à Magnan, à Lanval, au Bosquet, à Carras, il y a également des commerces qui ont été touchés par le reflux des touristes post-attentat, parce que ce sont des endroits où il y a des commerces qui vivent beaucoup sur le tourisme de passage qui va à la plage. Or, il y a eu fermeture de la promenade des Anglais pendant plusieurs jours, fermeture des plages pendant plusieurs jours. Une étude de cas n'a cependant pas été exclue par le président de la métropole s'il concernait une entreprise en dehors du secteur mais en grande difficulté financière. D'autres mesures suite au 14 juillet ont également été votées, toutes à l'unanimité. Parmi elles, la gratuité des transports en commun pour les policiers municipaux, pompiers, douaniers et militaires. Je me félicite que tant les diverses droites, que la majorité, que le Front National et que le Parti Socialiste aient montré une unanimité. Il y a des moments dans la vie démocratique où il faut savoir s'unir. Et puis je pense que ces délibérations étaient de très bonnes délibérations. Enfin, un deuxième fonds d'urgence sera lui aussi mis en place pour soutenir les 42 établissements touristiques et commerces qui ont accueilli les victimes sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. La Gironde, nouveau terrain d'étude de la dangerosité. L'hôpital psychiatrique de Cadillac a en effet lancé aujourd'hui son institut psychojudiciaire, la première unité de recherche en France pour étudier, comprendre et surtout prévenir les passages à l'acte dangereux. Des explications de Dominique Parmentier pour TV7 en Gironde. L'Institut psychojudiciaire s'est installé ici, dans l'enceinte de l'unité pour malades difficiles, un lieu hautement sécurisé et quasi inaccessible, et pour cause. C'est une structure sanitaire, psychiatrique, qui accueille des gens qui ont des troubles mentaux, et ces troubles mentaux auraient pu les rendre dangereux, contre eux-mêmes ou contre d'autres personnes, ou les ont réellement rendus dangereux, et donc ils sont là pour être traités, et ils sont là pour être traités avec un placement administratif qui les contraint à ce traitement. Des patients qui vont servir, comme d'autres, de sujets d'étude au nouvel institut, destiné à mieux comprendre et à mieux transmettre les connaissances sur les différentes formes de dangerosité. De façon à dégager et à actualiser et à repérer quels sont les indicateurs psychopathologiques, les indicateurs de dangerosité qui vont permettre de peut-être minorer le risque de passage à l'acte, qui vont aussi avoir une incidence pour les experts en matière d'expertise mentale, pour les magistrats, pour les avocats. Donc vous voyez qu'on est bien sur les sujets psychojudiciaires ou qui concernent à la fois les professionnels de la santé et de la justice. L'Institut ne s'intéressera pas en particulier à la prévention des actes terroristes, pourtant nouvelle forme de criminalité et de dangerosité. C'est quelque chose qui nous intéresse, mais là nous démarrons modestement avec des moyens modestes et on n'a pas les moyens de constituer une équipe dédiée à ça. Mais si les pouvoirs publics le décidaient, je pense qu'on pourrait faire des choses extrêmement intéressantes par rapport à ça, de façon à étudier leur profil clinique, leur motivation, leur mobile, leur mode opératoire et de façon à là aussi prédire un petit peu ou du moins dégager des indicateurs forts de dangerosité. L'Institut s'intéressera en revanche aux victimes d'actes dangereux. C'est au Quai d'Orsay que s'est déroulée la cérémonie de remise du prix du rayonnement français 2016. Créée en 2009 par la sénatrice des Français à l'étranger Joëlle Gariou-Maïlam, 8 lauréats ont été récompensés pour leurs initiatives remarquables. Un sujet de Fleur de Bourg pour Campagne TV. C'est au Quai d'Orsay à Paris que se tenait ce lundi la remise des prix du rayonnement français 2016. Ce prix, c'est la France qui gagne, c'est la France qui rayonne, c'est la France qui est fière d'elle-même. Ce prix vise à pouvoir mettre l'accent sur ces parcours exceptionnels ou un peu plus ordinaires, mais toujours avec des résultats exceptionnels. Le rayonnement, pour moi, c'est
c'est pas le rayonnement de la France dans une vision un peu cocorico, nombriliste. Hein. C'est l'idée que peut-être que notre pays est un peu plus grand que lui-même, qui porte des valeurs qui transcendent l'hexagone, qui pourrait bien être qualifié d'universel. C'est un peu ça qu'on célèbre avec les différents prix. Remis pour la 6e fois, ce prix récompense chaque année des personnalités du monde gastronomique, économique, touristique ou culturel. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Marc Ayrault, qui a salué la qualité des initiatives des lauréats de cette édition. Défendre et promouvoir la culture française, les valeurs qui nous sont communes, c'est un devoir, mais c'est aussi une nécessité. Et bien ce soir, c'est des personnes qui vont être honorées pour ce qu'elles ont fait et ce qu'elles ont fait en mettant leur talent au service de la France et de son rayonnement. Le Grand Prix a été décerné à M. Laurent Fabius pour sa présidence à la COP21 qui s'est déroulée à Paris fin 2015 et qui a permis à 195 pays de signer l'accord de Paris pour lutter contre le changement climatique. C'est une immense chance que d'avoir pu présider cet accord de Paris et aujourd'hui de recevoir ce Grand Prix. Merci beaucoup. C'est une immense satisfaction et le prix du rayonnement français adressé au président de l'accord de Paris, c'est pour dire qu'on a travaillé utilement. Voilà. D'autres personnalités ont aussi été récompensées pour l'image qu'ils véhiculent de la France à l'étranger à travers leurs initiatives, comme Dominique Crène, élue meilleure femme chef au monde en avril 2016. Bon, tout d'abord, c'est un honneur d'avoir un prix comme ça, de faire voir aux gens que les Français et la France est un beau pays, mais aussi que la gastronomie est toujours la plus belle cuisine du monde. Une édition qui a permis de mettre en valeur des projets et initiatives qui incarnent à l'étranger les réussites françaises. Voilà, avant d'accueillir les éditorialistes de la presse quotidienne régionale, une revue de presse de vos journaux ce matin, dans un instant. Alstom, évidemment, à la une de vos journaux ce matin, de pratiquement la moitié de vos quotidiens régionaux. Donc, Sud-Ouest, pour commencer, Alstom, l'État met la main à la poche. Le gouvernement a annoncé 2 nouvelles commandes de TGV pour maintenir l'activité du site de Belfort. L'usine d'assemblage des rames de La Rochelle, dans la région, attend aussi des retombées importantes. La Nouvelle République, toujours Alstom, commande à Alstom un sauvetage politique, titre La Nouvelle République ce matin. Pour l'Est éclair, des TGV à gogo pour sauver Alstom, pour sauver les 400 emplois de l'usine Alstom de Belfort. L'État va commander plusieurs TGV, dont une quinzaine ne roulera que sur des voies classiques pour l'Est éclair. Autre thème dans l'actualité ce matin, c'est le plan d'aide à la filière agricole. Pour le Télégramme, c'est une bouffée d'oxygène. Le gouvernement a annoncé hier un nouveau plan de soutien au secteur agricole, en particulier en direction des céréaliers, dont les récoltes ont chuté de 30% à cause, vous le savez, des intempéries du printemps. Ce plan concerne aussi les éleveurs, souvent très endettés. Pour l'Ardennais, c'est les agriculteurs au bord du gouffre, puisque le Christian évoque dans ce journal l'Ardennais le suicide des agriculteurs. Cet ancien éleveur a connu les ennuis financiers, la dépression, les batailles administratives, et il témoigne d'une vie de galère. C'est un témoignage émouvant dans l'Ardennais ce matin, les agriculteurs au bord du gouffre. Dans l'Écho de Haute-Vienne, agriculture toujours, plan d'aide gouvernementale, des prêts, toujours des prêts. Le gouvernement ayant fait connaître hier son plan d'aide aux agriculteurs, essentiellement axé sur la mobilisation des prêts bancaires. Les syndicats de la région expriment un avis relativement critique sur les mesures prévues dans l'Écho de Haute-Vienne. Autre thème d'actualité ce matin, c'est dans la Marseillaise, rompre la spirale de la radicalisation. C'est également dans La Provence, Marseille, un titre sur la Provence en immersion dans un camp de migrants. C'est Vintimille, l'enfer au paradis. Alors que la frontière franco-italienne s'est fermée, des milliers de réfugiés continuent d'affluer. Aux portes de la région, ces migrants espèrent toujours entrer en France. C'est un reportage dans des communes des Alpes et du Vaucluse qui les accueillent déjà. Enfin, dans le courrier Picard, c'est une bonne nouvelle. C'est Amazon qui débarque avec 500 emplois. Le géant de la vente en ligne confirme son arrivée à Amiens
d'ici septembre 2017. C'est une bonne nouvelle pour les Picards. Voilà, on va démarrer tout de suite le débat des éditorialistes de la presse quotidienne régionale avec Nathalie Moret du groupe EBRA qui représente l'Alsace aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Nathalie. Jérôme Cordelier du Point, qui est rédacteur en chef des éditions régionales. Bonjour Cyril. Et Guillaume Doyen de la Gazette des communes et de la Lettre des maires, je ne l'oublie pas. Alors on va démarrer ce débat donc avec Alstom, qui a fait, vous l'avez vu dans la revue de presse, les unes de la presse quotidienne régionale, dont on vient de parler. L'État commande donc pour 700 millions d'euros de trains pour sauver le site de Belfort, une volonté politique de sauver un symbole fort de l'industrie à l'aube de la campagne présidentielle quand même. Le Premier ministre Manuel Valls vante sa politique industrielle et les valeurs de l'État stratège dont l'opération Alstom est selon le Premier ministre un exemple, et c'était au micro de Michael Zamès de Public Sénat hier. On l'écoute. L'État doit assumer ses responsabilités. Nous le faisons dans les industries de défense, je pense au Rafale. Nous le faisons pour STX, les chantiers navals. Nous l'avons fait pour Renault et PSA Citroën. Donc l'État peut tout faire. L'État doit jouer son rôle. Votre question rappelle évidemment cette phrase qui était juste, qui était celle de Lionel Jospin, qui était juste dans une économie ouverte. L'État ne peut pas tout faire, mais il peut beaucoup. Il peut assumer pleinement ses responsabilités. Et nous aussi, nous assumons nos responsabilités. C'est ça, un État stratège qui voit loin. Jérôme Cordelier, alors le Premier ministre vante sa politique. Oui, enfin c'est un peu bizarre. Alors on voit bien que évidemment dans l'histoire d'Alstom, il s'agissait non pas de sauver Alstom, mais aussi de sauver un territoire, hein, une ville et puis un territoire et plus largement d'autres villes. Donc on sent bien, voilà. Mais c'est vrai que ça pose un énorme problème. Que d'abord Manuel Valls prend un engagement qu'il n'aura pas à tenir, donc c'est toujours facile de jouer le Père Noël quand on n'a pas à payer l'addition. Et ensuite, c'est vrai que si on fait ça avec toutes les entreprises, il y avait un excellent édito de Jean-Marc Vittori dans Les Échos qui dit si on se met, voilà, c'est un peu comme si Boeing commandait des 700, enfin on commandait à Boeing, le gouvernement américain commandait à Boeing des 777 pour faire la liaison Houston-Washington par exemple, et voilà, si on ouvre cette boîte de Pandore, alors là on n'en finit plus parce que tout le monde va venir taper au carreau de la porte de Manuel Valls à Matignon pour réclamer un petit peu qu'on ne ferme pas son site, évidemment. C'est une volonté politique de sauver un symbole fort de l'industrie, Nathalie Moret, à l'aube quand même d'une campagne présidentielle, comme dit... Comme le disait Jérôme, il fallait sauver Alstom, il fallait sauver un territoire, et il fallait aussi sauver la campagne du candidat Hollande. Parce que c'est quand même de ça dont il s'agit. Le premier tour de la campagne électorale, je vous le rappelle, enfin du premier tour. C'est votre une, celle de l'Alsace, Alstom-Belfort, sauvée, mais à quel prix au fond? Le premier tour d'élection présidentielle, c'est dans 6 mois et demi. Dans 6 mois et demi, c'est demain. Vous imaginez, c'est impossible pour François Hollande, après ce qui s'est passé dans la campagne 2012, de laisser partir Alstom, voilà, c'est impossible. Donc, oui, on va faire rouler des TGV à la place des intercités. Et je vous garantis que ça va être... C'est pas la fin d'Alstom, hein, c'est pas la fin de la polémique Alstom, c'est même le début, parce que ça va rebondir et ça va être un des thèmes de campagne. Évidemment, je suis pas sûr, ça pèsera dans les urnes, mais je suis pas sûr que ça pèse de manière positive. J'ai peur que ça pèse de manière négative. Hier, il y avait autre chose aussi. Valls, il a annoncé aussi que le gouvernement s'engageait à les garanties pour les agriculteurs. Donc c'est parfait parce qu'on a un monde agricole souvent sinistré. Vous en avez fait allusion dans votre revue de presse. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger puisque évidemment tout le monde va réclamer un peu son dû, un peu dans tous les territoires. Il y a beaucoup de villes en France, notamment de villes moyennes, qui vivent grâce à des industries qui sont souvent un petit peu obsolètes, quoi. Donc voilà. Est-ce que Matignon à chaque fois va arriver? Super Valls va-t-il arriver à chaque fois pour sauver ces industries? Voilà. Guillaume Doyen. Non, mais ça me donne une bonne transition pour dire que c'est aux régions de le faire en réalité. Ah voilà. Voilà, début 2017, les aides directes aux entreprises. Je plaide ma cause, d'autant que Valls lui-même s'est passé, ça n'a pas été très relevé par le grand public, mais il a accordé maintenant une fraction de la TVA aux régions. C'est encore un cadeau qu'il aura pas assumé, mais cela dit, je ne pense pas que la droite reviendra sur cette décision, ce qui leur donnera un peu d'air pour aider les entreprises. Alors comment est-il possible de faire ces achats directs avec d'un côté un code des marchés publics très rigide, ce sont des appels d'offres, et de l'autre l'Europe qui ne permet pas de préférence nationale, c'est ça au fond. Oui, c'est un peu curieux. C'est vrai qu'on sent c'est des marchés très réglementés quand même. Et donc, et voilà,
Voilà, il y a des choses un peu curieuses. Hein. On a souvent parlé de la réserve parlementaire ici, et c'est vrai que là, on se dit Matignon décide de commander. Alors peut-être que demain, ils vont commander des avions à Airbus. C'est un geste régalien dont on n'est pas complètement sûr que ce soit complètement possible. C'est-à-dire que on a bien vu les syndicats hier disaient ok, ça va, pour l'instant ça va, mais on va voir. C'est-à-dire qu'il y a une grande prudence sur l'annonce, je trouve, autour de l'annonce de cette décision du gouvernement. Donc, effectivement, normalement, les syndicats devraient être là, heureux, applaudir et être ravis d'avoir sauvé leur site. Et moi, j'ai trouvé beaucoup de réserves et beaucoup encore d'inquiétudes. Quand même, hein. Il y en a beaucoup, notamment le leader de la CFDT a dit que c'était une grande victoire. Hein. Évidemment que c'est une victoire, mais en même temps, attendons. Je trouve aussi qu'il y a une prudence chez les syndicalistes. J'ai lu dans la presse que c'est des activités qui étaient garanties pour 4 ans simplement. Hein. Oui. Au fond, c'est... Alors, en même temps, on ignore peut-être aussi un pan du dossier. Hein. Il y a peut-être quelque chose... On dit que c'est pour faire la jointure avec d'autres commandes qui arriveraient de TGV du futur, si on peut dire. Mais bon, voilà, il y a peut-être autre chose aussi derrière. Hein. Il y a peut-être des choses... il y a sans doute un aspect du dossier qu'on ignore encore. L'utilisation de ces fonds publics... plutôt que pour financer une reconversion au fond de l'usine de Belfort, construction de rames de métro, etc. Elle se pose pas au fond. Est-ce qu'on va pas doper une activité qui n'a que peu d'avenir, Nathalie Moret? Moi, je ne sais pas, mais je pense que ce que met en lumière cette affaire, avec le sauvetage du site d'Alstom, c'est que là, on arrive avec des millions et on sauve un site, sauf qu'on n'a pas pensé justement à ce que vous évoquiez tout à l'heure, au TGV du futur qui arrive demain. Une stratégie industrielle. Exactement. Et ça, c'est effectivement le vrai problème. D'après ce que j'ai compris, pardon. Pas de souci. Allez-y. D'après ce que j'ai compris, je suis pas un spécialiste, mais il y aura des coûts de maintenance aussi très forts parce qu'en fait, les TGV peuvent pas rouler comme ça sur les rails des intercités. Donc, notamment dans les courbes, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est-à-dire, on va construire des trains qui seront pas forcément capables de rouler sur les. Alors, peut-être qu'après, il faudra construire des rails, espérons, dans une autre ville pour sauver un autre territoire. Guillaume Doyen, est-ce qu'il y a des maires inquiets pour d'autres sites parce qu'on sait que Belfort n'est pas le seul. Hier, Hervé Favre de la Voix du Nord nous parlait du site de Valenciennes. Est-ce que vous sentez les maires inquiets sur ce sujet? Partout sur tout le territoire, ils sont inquiets. Et je ne sais pas si cette intervention, au fond, extrêmement jacobine, sèche comme ça, venue de Paris, va les rassurer complètement, parce qu'ils ont bien compris qu'il s'agit de sauver un site industriel hyper symbolique, que pour une fois les socialistes font ce à quoi ils sont engagés. Mais je pense plutôt qu'ils attendent qu'on les aide au plus près d'eux et de leurs demandes. Parce qu'il y a des tas de petits sites de 50, 60 personnes qui disparaîtront sans que personne n'en parle, à Paris en tout cas. Il y a des villes moyennes en France qui dépendent d'une seule entreprise, hein, très souvent. Quand l'entreprise ferme, ou il y a aussi les déménagements de casernes aussi, par exemple. Hein, dans l'Est, vous avez été impacté beaucoup là-dessus. Donc il y a des déménagements de casernes ou une entreprise. Voilà, quoi. Ça tire l'économie locale. Voilà, souvent dans les villes moyennes, on voit d'ailleurs, il y a une entreprise, les militaires par exemple. Tout se construit autour. Et l'hôpital. Voilà, donc c'est l'emploi public, c'est à peu près la moitié de l'emploi local. Et l'autre moitié, c'est souvent une entreprise qui tire l'économie locale. Donc effectivement, il y aura beaucoup de candidats à la caisse de Manuel Valls. Nathalie Moret. Je disais aussi que plus globalement, c'est quand même un petit peu de la vieille politique, quoi. C'est-à-dire que ça va mal, on va dans la rue, on va chez le gouvernement, et parce qu'on est dans une période électorale faste, eh ben on a le chèque qui va avec. Je trouve que c'est assez inquiétant sur les blocages actuels du pays. Dites-moi, ces 400 à 500 emplois sauvés quand des milliers sont détruits, est-ce que ça ne peut pas créer une polémique, ça Mais ça la crée déjà. Dans les mois qui viennent, parce que là, on s'approche d'une échéance quand même capitale. Ça la crée déjà. C'est pour ça que cette fermeture, finalement pas fermée d'Alstom, va être, je pense, quelque chose de symbolique, non pas au niveau industriel, mais au niveau politique. On l'a bien vu déjà hier, toute l'opposition, même l'opposition de gauche, s'est emparée de ce dossier. Et puis, évidemment, il y a d'autres sites qui vont se réveiller et se lever. Et évidemment, on peut s'attendre à quelques jacqueries un peu partout en France. Hein. C'est pour ça que ce qui s'est passé, à mon avis, n'est pas forcément hier une bonne nouvelle pour le gouvernement, parce que je pense que ça va réveiller beaucoup d'appétit, plus que de faire taire les critiques. Guillaume Doyen. Je pense que le gouvernement va pouvoir s'en prévaloir en réalité. C'est tout à fait paradoxal. On peut remettre en cause, en effet, cette décision qui paraît... Mais pour une fois, le gouvernement a dit on maintiendra l'activité, et il le fait, et je crois que ça restera. Alors on va rester avec vous, puisque les départements sont mécontents
hein. C'est le sujet, le thème de c'est un thème récurrent. La Gazette des communes. Bon, l'aide aux entreprises qui va payer à partir de 2017. La loi a redistribué les cartes, donnant aux régions beaucoup de pouvoir, mais au fond, pas beaucoup d'argent. Oui, alors ça, on revient au thème d'Alstom finalement. C'est à elles maintenant qui ont la compétence des aides directes aux entreprises, mais elles n'ont toujours pas d'argent. Donc les départements disent, nous on en a un peu, mais on n'a plus le droit d'en donner. Et les intercommunalités attendent de savoir ce que vont faire les régions. Donc on a absolument tout modifié sans avoir une perspective tout à fait réelle là-dessus, parce que c'est le fruit, comme toujours dans la loi, d'un compromis à la française, où on dit on peut le faire, mais pas exactement le faire, etc. Nathalie Moret, pour vous, on passe à votre dossier du jour sur la course au parrainage des petits candidats qui se heurtent aux maires qui ne veulent pas signer. Absolument. En fait, les maires sont complètement représentatifs de leurs concitoyens, c'est-à-dire qu'ils en ont ras-le-bol des taxes, ras-le-bol des rythmes scolaires, ras-le-bol de la baisse des dotations. Et quand les petits candidats viennent les voir pour avoir les parrainages, puisque je vous rappelle qu'il en faut 500... Ils boudent les parrainages, complètement. C'est le titre de votre article. Ils refusent de signer. Et c'est une fronde qui ne dit pas son nom. Et j'ai relevé que certains candidats qui ne sont absolument pas connus, certains petits candidats qui ne sont absolument pas connus, par exemple François Vigne, qui est entrepreneur et qui se présente à l'élection présidentielle, figurez-vous qu'il frôle les 400 parrainages, alors que les politiciens beaucoup moins connus, Jean-Luc Mélenchon, Nicolas Dupont-Aignan ou même Ramayad, sont loin d'avoir 400 promesses de parrainage. Ils vous en parlez facilement ? Les candidats, oui. Ils ne disent pas combien ils ont de parrainage, je l'ai su par ailleurs, mais oui, parce qu'effectivement, ils s'inquiètent. Ils s'inquiètent beaucoup. Bastien Faudot, par exemple, du MRC, me disait, c'est une forme de grève. Ils font la grève, ils s'abstiennent. On voit que les électeurs s'abstiennent dans les urnes, les maires s'abstiennent de donner leur parrainage. J'ai trouvé que c'était un angle très très intéressant. C'est un sujet pour la Gazette. Pour la Gazette, commune, pour le courrier des maires. maires. C'est un super sujet parce que ça montre à quel point les maires sont représentatifs de leur électorat. 31 000 des 36 000 communes comptent moins de 2 000 habitants. Le maire est extrêmement proche de la population française. Et ça durera ou pas ? Oui, pour l'instant. C'est le dernier recours, le maire, au fond. C'est le dernier recours. C'est celui qu'on connaît le mieux. Il est le mieux incarné et ça compte énormément. On a créé d'autres structures, les intercommunalités, mais elles sont moins incarnées. Monsieur le maire, il se promène dans la ville, il serre les mains, il est né là. Il a des cousins, des amis, etc. C'est un peu le problème du cumul des mandats qui va peut-être surgir aussi. Ah, ça peut malheureusement déconnecter les parlementaires d'une certaine réalité. Les maires des petites communes notamment. Oui. Jérôme Cordelier, un maire atypique alors pour vous dans le point cette semaine. Jean-Pierre Georges, le député maire de Chartres. Jean-Pierre Georges, oui, qui se présente à la présidentielle aussi, puisqu'il a une belle réussite chartraine, il faut dire. Mais Georges, il n'est pas très connu, Georges. Il est même pas du tout connu, mais il faut le dire à Basse, il est très très connu chez lui. Alors comment un inconnu peut-il prétendre à la présidentielle ? Écoutez, comment lui, vous expliquez ça dans le point ? D'abord, lui, j'ai fait une enquête assez fouillée à Chartres. D'abord, c'est un type qui a du caractère. C'est un type de tempérament, Jean-Pierre Georges. Donc c'est un type qui gagne à être connu. Bon, il est un peu brut de décoffrage, comme m'a dit quelqu'un. Mais en même temps, il a une vraie réussite. Il est assez populaire à Chartres. Très populaire. Il a réussi des choses importantes. À chaque fois, on dit qu'il est mégalo parce qu'il construit des trucs. Il a construit le plus gros parc aquatique, par exemple. Mais il y a des gens qui font 200 km pour venir, notamment dans la fosse de plongée. Donc, dans les points qu'il veut faire de Chartres un labo. Oui, c'est-à-dire il voudrait essayer de dupliquer. Alors, ça peut faire sourire, mais en même temps, il a quand même, ça fait 15 ans qu'il est maire de Chartres. Il est membre de la commission des finances, donc c'est quand même un monsieur sérieux à l'Assemblée nationale depuis 15 ans. Et donc voilà, je pense qu'il peut aussi convaincre ses pairs élus. Et il peut absolument avoir ses signatures. Moi, j'ai effectivement vu Jean-Pierre Georges, et parce qu'il a écrit un livre et il s'intéresse justement aux 6000 élus français, et il dit attention, la solution, c'est pas l'État jacobin, c'est justement la décentralisation. En tout cas, juste pour finir, il a des choses à apporter au débat et pourquoi pas Jean-Pierre Georges. Après tout, il n'y a pas qu'Arnaud Montebourg, Geoffroy Didier, Ramayad. Un tout petit mot, avec quelques secondes, à Guillaume Doyen. Jean-Pierre Georges, il est regardé comment par ses pairs ? Je crois que c'est le prototype de l'élu local qui s'enflamme parce qu'il a réussi quelque chose localement. Mais je ne crois pas qu'au niveau national, ça puisse donner quelque chose. Merci messieurs, merci Nathalie Moret, merci Guillaume Doyen, merci Jérôme Cordelier d'avoir été l'invité de cette matinale d'info. On va passer à la météo, c'est important, on va regarder le temps qu'il fait aujourd'hui. La météo vous est présentée par Terroléo Pro, avec le concours de l'Assemblée des départements de France.
C'était la météo avec Terro Léopro et l'Assemblée des départements de France. Voilà, c'est l'heure du zapping, le Zappélisé, le premier zapping politique des matinales de Christophe Combarieux. On le regarde ensemble avant d'accueillir notre invité politique. Il fallait un plan pour sauver Alstom. Ce matin, Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, est venu annoncer le plan gouvernemental aux principaux intéressés. L'État s'engage à acheter à sa charge 15 rames de TGV pour un coût de 450 millions d'euros. Elles rouleront sur des lignes intercités. Il y a quelques mois de la présidentielle, on fait n'importe quoi. Alors tant mieux pour les gens de Belfort. Mais c'est vraiment une solution industrielle incroyable. On voit que le gouvernement est dans le bricolage électoral, voire électoraliste. Il a fallu à tout prix trouver une solution. Cette solution, elle est quand même bancale. Pourquoi investir dans des TGV pour desservir des lignes qui n'iront pas à plus de 200 km/h? C'est comme si demain Airbus était en difficulté et qu'on demande à Hop, qui est la compagnie régionale d'Air France, d'acheter des Airbus 380 pour desservir Rodez, Lannion ou Agen. Ça n'est pas du bricolage, contrairement à ce que j'ai pu entendre de la part d'un personnage très important au niveau de l'État, qui est pas loin de moi, de la part d'un ancien ministre des Transports, M. Bussereau, qui ne siège pas ici, mais même parfois dans les rangs de la majorité, je pense à M. Hamon. Je regrette qu'il faille la campagne présidentielle pour que ce genre de décision soit prise. Je regrette le défaut d'anticipation, mais je me réjouis qu'une décision soit prise qui préserve l'emploi. On voit bien que rien n'est résolu. En catastrophe, le gouvernement imagine une commande plus ou moins artificielle qui va repousser les échéances de quelques mois, mais qui ne règle pas le problème structurel d'Alstom. Vous devriez sur tous les bancs vous réjouir du maintien du site d'Alstom. Je trouve indécent. Si j'arrive à 3 millions, un petit peu plus, j'aurai des gens du centre, j'aurai des déçus du hollandisme, voilà, et je gagnerai. Quand on est de gauche, qu'on se proclame de gauche, il me semble assez naturel de ne pas aller signer un papier où on dit qu'on est de droite et du centre. Voilà. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer par jure un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune. Sarkozy, c'est facile, on voit tout de suite ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on aime, c'est cette énergie. Puis par ailleurs, il y a de l'autre côté l'excès, la superficialité, l'emballement, parfois un peu le simplisme sur certaines idées. Vous allez soutenir la candidature de Bruno Le Maire à la primaire des Républicains. Je suis convaincu, tu verras. Je suis prêt. Tu paries, je vais gagner la primaire. D'accord. Un coca? Un coca. Parier. J'ai fait le choix du renouveau et de l'homme qui défend le renouvellement de la vie politique française. Le maire, il n'est pas moderne, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire. De façon assez classique et superficielle de voir les choses. Territoire d'info, Public Sénat, Sud Radio. Voilà, bonjour, c'est l'heure de l'invité politique. Bonjour Jean-Michel Baillet, vous êtes le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales. Merci d'être avec nous ce matin dans Territoire d'Info. Pour vous interroger à mes côtés ce matin, Véronique Jacquier de Sud Radio. Bonjour Véronique. Bonjour. Et Gilles Leclerc de Public Sénat. Bonjour. Bonjour Gilles. Emmanuel Macron était hier soir à Strasbourg, monsieur le ministre. L'ex-ministre de l'économie a répondu aux critiques de la droite et posé un diagnostic sur l'état de la France. Quand vous écoutez Emmanuel Macron, que vous entendez ce qu'il dit, c'est un discours au fond assez centre-gauche qui vous ressemble un peu. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit hier, mais c'est vrai que le positionnement idéologique d'Emmanuel Macron est assez près de la ligne des radicaux, très progressiste sur le plan sociétal, très libéral, en tout cas libéral, raisonnablement libéral sur le plan économique. Il n'empêche que moi je pense qu'il faut faire attention quand même, parce que nous approchons des élections, la gauche est menacée de ne pas être au second tour. En ce qui me concerne, je préfère cultiver les convergences plutôt que les divergences, rassembler plutôt que diviser. Et quel est le meilleur rassembleur dans la famille de gauche, je dirais, large, élargie? Moi, je ne me suis jamais caché de dire que
le président de la République sortant a une élection présidentielle, a la légitimité s'il souhaite se représenter. Mais bon, tout cela sera tranché prochainement dans le cadre des primaires et ma formation politique se réunira fin novembre pour savoir si nous participons à ces primaires ou si nous décidons de présenter un candidat. Vous avez envie qu'il y ait un candidat PRG moi, je ne suis dans plus, cette primaire? Je ne suis plus président du parti, donc ce n'est plus à moi à prendre ces positions-là. Vous avez un avis? Je me positionnerai en respectant la décision du parti. Moi, je considère que effectivement, les primaires, c'est un bon exercice, et pas seulement parce que j'ai participé la dernière fois, mais tout simplement parce que c'est utile, ça permet d'échanger, pour peu qu'on respecte les règles du jeu, et qu'on en sorte rassemblés. Pour le PRG, sur quel plan? Pour jouer après, pour peser sur les législatives? Véronique Jacquier, Sud Radio. C'est très utile. Regardez combien la participation des radicaux aux primaires la dernière fois nous ont permis de gagner en notoriété, combien nos valeurs, nos idées ont été bien intégrées par les Français. Et puis le PRG est un des partis les plus importants, avec le Parti socialiste de la gauche française. Il est normal qu'il s'exprime dans ces moments-là. Mais je le répète, moi je ne suis plus président du parti. Ce n'est pas à moi à prendre ces décisions. Qu'est-ce qui pourrait faire finalement, en vous écoutant, que le PRG n'aille pas à la primaire? Mais il y a des militants qui sont partisans de la primaire, il y a des militants qui sont partisans d'aller directement au suffrage universel et d'avoir une candidat radical de gauche à la présidentielle. Donc si c'est ça le vote des militants, la candidate serait Sylvia Pinel, a priori, logiquement. Logiquement, c'est toujours le président ou la présidente du parti qui est candidat à ce genre d'élection, oui, je vous le confirme. Mais là encore, il n'a pas d'ordre militant de choisir. Véronique Jacquier. Les radicaux de gauche, donc séduits quand même par Emmanuel Macron, parce que vous souhaitez qu'il rentre dans le rang quand on vous écoute, mais enfin il est parti pour ne pas s'arrêter. Il installe l'idée que sa crédibilité de candidature est possible. Je viens de vous répondre. Moi je suis pour le rassemblement et l'unité. Vous me questionnez sur le contraire, la division. Non, je suis heureux quand j'entends Emmanuel Macron énoncer ses visions politiques, social et économique. Je suis heureux quand je vois qu'il a gardé les valeurs que sont les nôtres quand qu'il attaque la droite et qu'il ménage la gauche. Et qu'elles sont populaires dans l'opinion publique. Oui, bien sûr, bien sûr. L'opinion publique adore ce genre de situation, sauf qu'au dernier moment, après, le vote utile l'emporte toujours, nous savons. Par contre, je suis moins satisfait si la volonté d'Emmanuel Macron, c'est de porter la division. C'est Jean-Michel Baillet, le ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité et des Collectivités Territoriales, qui est l'invité de Territoire d'Info. Ça tombe très bien ce matin. La matinale de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Vous serez vendredi à Poitiers pour l'Assemblée des départements de France. On le sait, on en a parlé dans la première partie de cette matinale, les départements souffrent financièrement. Allez-vous à cette assemblée avec de bonnes nouvelles, Jean-Michel Baillet? Je vais écouter les départements, leurs présidents, et nous allons parler des sujets qui les préoccupent, en particulier du RSA, qui pèse lourdement sur les finances des départements. Il faut quand même, en 2 minutes, recadrer les choses, parce que vos auditeurs ne savent pas forcément ce qu'est le RSA. En 1990, considérant qu'il y avait trop de personnes laissées au bord du chemin, Michel Rocard a instauré le RMI, Revenu Minimum d'Insertion, avec la volonté de dire, bon, vous êtes en difficulté, on vous tend la main, on vous laisse pas au bord du chemin, mais on va, avec l'insertion, vous ramener à la vie active. Les départements à ce moment-là étaient obligés de faire 20% d'insertion. Aujourd'hui, ils n'en font pas du tout. Première problématique. En 2004, le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin décide de décentraliser le RMI. C'est-à-dire que cette prestation nationale, cette prestation servie par l'État, on en colle le financement au département. 2004. 2004, ce n'est pas une date neutre, parce que dans ce gouvernement-là, il y avait Dominique Bussereau, aujourd'hui président de l'Assemblée des départements de France. Et il est vrai qu'aujourd'hui, compte tenu des problématiques qu'il y a, un grand nombre de nos concitoyens sollicitent le RSA, mais n'en ressortent pas, parce que l'insertion n'est plus faite. Donc, au congrès de Troyes, le congrès avant celui de Poitiers, l'année dernière, l'ADF a voté à l'unanimité une motion pour demander la recentralisation du RSA, en ne touchant pas à cette dynamique que sont la CVAE et les DMTO. Les DMTO, c'est les frais de notaire. Jean-Michel Baillet, même. Je voudrais juste aller... J'en ai pas pour longtemps. Allez-y. Bon. Nous avons ouvert la négociation avec le Premier ministre. C'est quand même 700 millions d'euros pour l'État. Et nous leur avons dit, banco, vous souhaitez recentraliser sans toucher à cette dynamique, nous le faisons. Et à partir de là, il est apparu clairement qu'une partie des présidents
de droite qui avait voté cette recentralisation ne le souhaitait pas réellement pour des raisons qui sont plus politiciennes que politiques, pour des raisons qui sont plus politiciennes que politiques et qui touchent à la situation actuelle, à 6 mois ou 8 mois des élections. Droite ou gauche, Jean-Michel Baillet, on est face à un système à bout de souffle. La population vieillit, il y a de plus en plus de paupérisation, donc la situation n'est pas la même qu'il y a 20 ans. Donc comment on gère le financement des minima sociaux à l'échelle du département? C'est ce que vous demande en fait Dominique Bussereau. Qu'est-ce que vous faites pour eux face à une situation qui est nouvelle depuis plusieurs années? Mais nous faisons, parce que l'État quand même prend en charge une partie du financement de l'APA, quand vous parlez du vieillissement, mais là encore, les engagements n'ont pas été tenus depuis 2002. C'était 5 ans de département, 5 ans de l'État, nous en sommes loin. Moi, je suis encore ouvert à la négociation, mais pour négocier, il faut être 2. Moi, on m'a mis 2 négociateurs en face. Alain Lambert, pour qui j'ai la plus grande estime, Aymeric de Montgolfier, même commentaire. Les 2 négociateurs sont arrivés en disant on nous a demandé de mener cette délégation pour négocier la recentralisation des RSA. L'un et l'autre m'ont dit je suis contre. Quand on envoie des négociateurs qui sont hostiles à la négociation, il est clair que les choses ne peuvent pas aboutir. Et ce fut le cas. Je le regrette parce que nous avons tendu la main en reprenant mot à mot la motion qu'ils avaient votée lors de leur dernier congrès. Et je répète, 700 millions sur la table. Alors, effectivement, vous avez raison, il faudra bien trouver une solution. Ce sera maintenant, ce sera après les élections présidentielles, mais il faudra bien trouver une solution pour prendre en charge ce que l'on appelle les AIS, c'est-à-dire les aides sociales des départements. Pas de bonnes nouvelles pour les départements de France. Pas d'annonce de votre part vendredi. Je vous encourage à venir au Congrès, mais j'ai déjà quand même clairement dit que l'an dernier, le fonds d'urgence pour les départements les plus en difficulté était de 52 millions et que cette année, il serait porté à 200 millions. Ça fait quand même 150 millions d'euros de plus. Nous avons aussi clairement dit que concernant l'insertion, puisque ça ne marche pas, nous proposons aux départements qui sont volontaires de contractualiser avec l'État pour mener un certain nombre d'actions. Et là encore, nous avons mis 50 millions d'euros. Donc nous ne faisons pas rien. Mais pour négocier, je le répète, il faut être 2. Et de bonne volonté. C'est pas tout à fait au-delà de la polémique politique, vous dites d'un côté, nous, on est prêt à mettre 700 millions, je vous ai bien compris, et de recentraliser en partie le RSA. Dominique Bussereau, je le cite, il dit, à Poitiers, ça va être le congrès de la colère. À ses yeux, il manque 8 milliards, RSA, APA, prestations handicap. Donc il y a un énorme gap entre les deux. Remarquez, j'imagine qu'il cumule depuis le début de ses prestations. Sur les 8 milliards, il y en a une bonne partie qui a été, si tant est qu'il y ait ce trou, comme il le prétend, ce que je ne crois pas, de 8 milliards, il y en a une bonne partie pour les gouvernements de droite quand même. Bon. Donc la négociation, elle n'aura pas lieu à Poitiers. Ils ne m'ont pas invité pour négocier, je n'y vais pas pour négocier. Nous allons échanger, c'est le congrès annuel. Vous savez, j'ai été pendant des années vice-président de cette association des départements de France. Donc c'est un rite, je vais me livrer au rituel. Si les départements veulent reprendre la négociation, ma porte est grande ouverte et celle du Premier ministre également. Véronique Jacquier, Jean-Michel Baillet, vous êtes le ministre de l'aménagement du territoire. La méthode du gouvernement interpelle quand même dans le sauvetage du site d'Alstom. L'État achète 15 TGV pour les mettre sur des lignes intercités, notamment entre Bordeaux et Marseille. C'est comme si on mettait une Formule 1 sur une départementale. Alors en plus, ces trains vont coûter très cher à l'entretien. Où est l'État stratège là-dedans, sur le long terme? Franchement, ça va coûter aux contribuables beaucoup d'argent à partir de 2018. Faut-il ou non sauver Alstom? La réponse est oui. Est-ce qu'il faut le sauver à n'importe quel prix, à n'importe comment? Nous devons sauver Alstom. C'est le site de Belfort, monsieur le ministre. Pardon de vous interrompre. Alstom n'est pas en péril. Nous devons sauver le site de Belfort d'Alstom. Je répondais à la question de madame qui est allée directement sur Alstom. Nous devons sauver Alstom parce que c'est un des fleurons de la technologie française. Mais Alstom se porte très bien à l'étranger. Nous devons sauver les emplois à Belfort, bien naturellement. Que ne dirait-on pas si nous n'étions pas intervenus, si nous n'avions rien fait? Dans le même temps... Mais à ce moment-là, il faut intervenir. Jean-Michel Baillet, il faut intervenir pour tous les sites industriels qui sont menacés. Il faut intervenir pour tous les agriculteurs. Ce sont des dossiers qu'on prend les uns après les autres. Et j'espère qu'il n'y aura pas trop de sites industriels menacés. Mais nous avons une véritable politique industrielle en France. Le Premier ministre l'a rappelé hier, justement ici, au Sénat. À partir du moment où nous voulons sauver Alstom, nous le faisons de la meilleure des manières, en lui donnant des commandes. Or, il se trouve que tout le monde proteste sur la vétusté des trains.
et c'est un débat qui est ouvert depuis longtemps. Le reproche, c'est qu'il n'y a pas de stratégie industrielle. Mais aussi. il y a une stratégie, mais à partir du moment où il y a un sinistre industriel, nous ne pouvons intervenir qu'au cas par cas. Nous ne laissons pas tomber l'industrie française, nous ne laissons pas tomber les employés d'Alstom. Voilà. Mais les employés d'Alstom n'étaient pas directement menacés par la perte de leur emploi. Que ne dirait-on pas si nous n'intervenons pas. Souvenez-vous, la question posée à Lionel Jospin, qui répond lors de la campagne de 2002, ah oui, mais ce n'est pas à moi d'intervenir sur les entreprises. Ça lui a été reproché toute la campagne. Quand nous intervenons, ça ne va pas non plus. Il y a un moment, il faut savoir. Mais Jean-Michel Baillet, on a l'impression quand même que le gouvernement est tétanisé là, par la peur d'un Florange, un deuxième Florange. On est à quelques mois des élections. Est-ce que ceci pourquoi n'explique pas dites-vous que cela? nous sommes tétanisés? Nous œuvrons. Nous avons décidé de sauver ce site, de sauver l'emploi, de passer des commandes d'un matériel extrêmement performant et de régler le problème des trains qui étaient vétustes. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Gilles Leclerc. Mais franchement, vous vous occupez, on le répète, d'aménagement du territoire. Ces fameux trains intercités, vous savez très bien qu'ils ne sont pas ou peu rentables. Par exemple, je sais pas, Bordeaux-Toulouse ou Toulouse peut-être plus tard vers Nice et Marseille. Est-ce que ça a un fondement économique? Alors d'abord, Bordeaux-Toulouse, c'est pas un train intercité. Non. Dans quelques années, ce sera la ligne en grande vitesse. Donc voilà aussi, cadrons bien les dossiers. Je connais bien mes dossiers d'aménagement du territoire aussi. Mais les trains intercités sont très importants pour les citoyens. Il n'y a pas que la notion de rentabilité. Il y a la notion. Donc c'est le service public. Il y a la notion de mobilité. Ce sont les régions qui gèrent ces trains. Il est normal, à partir du moment où nous voulons des mobilités douces, que nous offrions à nos concitoyens la possibilité de se déplacer dans les meilleures conditions. Et ce d'autant plus que, puisqu'on parle d'aménagement du territoire, vous avez beaucoup de gens désormais qui travaillent dans les métropoles, mais qui sont dans ce qu'on appelle le périurbain, à 50 ou 60 km de la métropole, et qui tous les matins vont travailler. C'est mieux qu'ils le fassent en train que de prendre des voitures et de saturer les villes de voitures. Il faut leur offrir des trains confortables et de qualité, des trains qui sont à l'heure si possible, et des trains qui soient à des tarifs abordables. C'est ce que nous faisons. Moi, je trouve là encore que c'est du monde humain. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de retard qui avait été pris par la SNCF à l'époque. Mais les régions ont fait un travail tout à fait remarquable. Jean-Michel Baillet, autre dossier du ministre de l'Aménagement du Territoire, votre département ministériel, vous aviez dit que la moitié de la population serait couverte par le très haut débit fin 2016. Qu'en est-il? C'est une préoccupation importante dans les territoires. Sur les territoires, très importante, il y a 4 problématiques majeures. Il y a les services publics. Et avec les maisons de services au public, on aura mis à la fin de l'année, nous ramenons le service public dans les territoires fragiles et dans les territoires qu'il avait désertés depuis longtemps. Il a fait 40 ans qu'on pose ce problème, nous avons trouvé la solution. Il y a l'offre de soins de proximité, c'est les maisons de santé. Il y a deux autres problématiques, c'est le numérique et la téléphonie mobile. La téléphonie mobile. Où il y a des zones noires, vous le savez. Bien sûr, sera couverte d'ici la fin de l'année en 2G et d'ici mi-2017 en 3G sur la. Donc vous maintenez ce calendrier? Bien sûr. Quant au numérique, nous avons mis en place le plan France très haut débit, 20 milliards, l'État finance 3,5 milliards. Avec les opérateurs, nous sommes en avance sur le calendrier parce qu'aujourd'hui, il n'est pas possible d'accepter une fracture numérique à l'époque où tout est dématérialisé. Parce qu'Internet, c'est pas simplement le mur sur Facebook ou converser avec des amis. Aujourd'hui, c'est devenu un outil indispensable à la vie quotidienne, y compris à la vie professionnelle. Merci Jean-Michel Baillet, ministre de l'Aménagement du Territoire, de la Ruralité, des Collectivités Territoriales, d'avoir été l'invité de Territoire d'Info ce matin. On passe au débrief. Dans un instant, vous restez. Merci. Voilà, alors que Jean-Michel Baillet quitte ce plateau en direct, j'accueille Yves Tréhard, le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves. Bonjour, et j'accueille Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin, à Sud Radio et à Challenge. Bonjour tout le monde. Bonjour Denis Jambard. On démarre avec Emmanuel Macron, car l'ex-ministre de l'économie a répondu hier soir aux critiques de la droite. Il a posé un diagnostic sur l'état de la France. Et quand Jean-Michel Baillet entend le discours d'Emmanuel Macron, un peu de centre-gauche, il trouve qu'il y a des valeurs communes au fond. Oui, c'est assez logique. Hein. Qu'est-ce qu'il fait Emmanuel Macron? D'abord, il ne dit pas grand-chose. Il se contente d'observer certains comportements de ses futurs concurrents. On explique en une seconde, c'est ces marcheurs qui ont fait un diagnostic de l'état de la France. Ce qui compte pour les Français, c'est lui. Et ce que voient les Français, c'est pas ce qu'il dit, c'est ce qu'il est.
En fait, Emmanuel Macron, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire une espèce de jeune homme, plutôt bien de sa personne, il plaît, qui a un discours qui parle bien, qui ne promet pas monts et merveilles, qui rase pas gratis. Et je crois que c'est ce que les Français apprécient, parce que les Français sont un peu fatigués d'être secoués par des promesses qui, de toute manière, ne seront pas tenues, parce qu'ils ne sont pas idiots, ils savent très bien qu'elles ne seront pas tenues. Et puis Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il chasse au centre. Un centre très large, et évidemment, où sont les radicaux de gauche? Ils sont dans ce centre-là. Le centre n'est pas mort, contrairement à ce qu'on croit dans ce pays. On dit que ce pays se droitise, qu'il s'égare éventuellement dans des extrêmes, mais c'est toujours pareil. Il se retrouve toujours dans une sorte d'équilibre que peut incarner Emmanuel Macron, parce qu'il a le privilège du renouveau de la jeunesse, même si encore aujourd'hui il ne dit rien. Il est en marche, Denis Jambard. Oui, il est en marche depuis qu'il a quitté le gouvernement et même avant. Moi, ce qui me frappe dans son intervention hier, c'est qu'on est encore dans le constat, on n'est pas encore vraiment dans les propositions. Si rénover la démocratie française, c'est mettre une dose de proportionnel, là vraiment, pour l'Assemblée nationale, là on retombe dans la ritournelle préélectorale qu'on entend depuis des années. Bon, je crois que son vrai rendez-vous est un peu plus tard, peut-être à la fin octobre, comme j'ai cru le comprendre quand le maire de Lyon était sur votre plateau. La semaine dernière. Et donc, à ce moment-là, on verra l'originalité de son programme. Je pense que c'est un moment très important pour lui, parce que je suis tout à fait d'accord avec Yves. Il incarne la nouveauté, la rénovation de la vie politique, d'autant qu'il a face à lui, disons, un certain nombre de chevaux de retour, quoi, on peut dire ça. Des gens qui ont tous 20, 30, 40 années de vie politique derrière eux. Et la question fondamentale, c'est est-ce qu'il va arriver à cristalliser l'envie des Français, tout d'un coup, de renverser de la table et de se dire, allez, on balaie le passé, on change. Il y a quand même une chose qui est assez exceptionnelle chez Emmanuel Macron, c'est, si on croit aux sondages, et les sondages en France sont quand même plutôt assez fiables, c'est du jamais vu quand même de voir qu'un garçon qui a une notoriété qui est récente, qui a une expérience ministérielle qui est relativement courte et qui n'est pas extraordinaire, arrive à se maintenir à ce niveau de popularité. Un ancien banquier d'affaires. Un ancien banquier d'affaires, mais justement dans un pays... Il a une expérience du privé au moins. Dans un pays qui déteste l'argent, c'est pas mal quand même. Qui se maintiennent à ce niveau de popularité et d'intention de vote. Surtout d'intention de vote. C'est ça qui est étonnant et c'est ça qui est le plus important, évidemment. Pour revenir à l'histoire du centre, c'est aussi un vrai problème pour François Bayrou, Macron, parce que depuis qu'il est, au fond, candidat sans le dire, on voit qu'en effet, dans les sondages d'intention de vote, il capte cet électorat du centre et pose donc un problème à François Bayrou si par hasard c'est Nicolas Sarkozy qui l'emporte par hasard. On verra si c'est le hasard d'ailleurs. C'est votre pronostic fin novembre. Non, mais puisque c'est pas le hasard, puisque les gens votent. C'est pas le hasard, c'est des gens qui votent. Mais je dis ça parce qu'aujourd'hui tout le monde dit qu'Alain Juppé va gagner, alors que l'élection n'est pas encore jouée comme tout le monde le sait. Donc c'est un vrai problème pour François Bayrou, et c'est aussi sans doute un problème pour Alain Juppé, parce qu'il vient chasser sur ses terres. Puisque Alain Juppé, face à Nicolas Sarkozy, a fait le choix d'une ouverture des Républicains vers la droite, tandis que Sarkozy a fait, lui, une main tendue vers le centre, je veux dire, et Nicolas Sarkozy, lui, vers la droite. Alors vous avez entendu Jean-Michel Baillet, qui était l'invité de Territoire d'Info tout à l'heure, dire qu'au fond, le gouvernement, sur l'affaire d'Alstom, faisait son travail, que sauver 4 à 500 emplois, il fallait faire son travail. Bon. Sinon, il est viré dans l'heure. Hier soir, le Premier ministre... Non, on n'est pas viré pour ça. Hier soir, le Premier ministre a affirmé une volonté politique de sauver ce symbole fort de l'industrie. Tout de même, tout ça à l'aube d'une présidentielle, Yves Tréhard. On ne va pas se raconter d'histoire. Quand Jean-Michel Baillet, tout à l'heure, il est dans son rôle, mais nous dit l'État a une vraie stratégie, le gouvernement... Non, si on ne le faisait pas, on nous le reprocherait, il dit. Oui, voilà. Mais il a pas tort, d'ailleurs, ça c'est sûr. Ouais. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a aucune stratégie de l'État, qu'on soit de gauche ou de droite, et j'attends de voir quelle serait la stratégie de la droite sur ce terrain-là. Ça fait quand même 30 ans que la France n'a plus aucune stratégie industrielle. C'est tout juste, d'ailleurs, il y a des périodes, je vous invite à aller regarder, ministérielles, où il n'y avait même pas de ministre de l'Industrie, d'ailleurs. Et de toute manière, l'État actionnaire est un mauvais actionnaire. Donc, il y a une réflexion à mener là, à conduire,
pour voir exactement comment l'État doit se comporter. Et sans doute l'État doit se replier sur ses principales missions, qui sont ses missions régaliennes, et reconsidérer la façon dont il peut créer les conditions d'une industrie viable dans notre pays. Denis Jambard. Sur le fond, je suis d'accord sur le diagnostic. Ça fait 3 décennies qu'il n'y a plus de stratégie industrielle. Et d'ailleurs, la part de l'industrie dans le produit intérieur brut a énormément diminué. On était devant les Anglais, aujourd'hui on est derrière, alors que les Anglais, le pays était désindustrialisé. On a perdu dans 10 les points années par 80. rapport. Donc on a perdu beaucoup de terrain là-dessus. Deuxième chose, j'ai quand même une nuance. De temps en temps, l'État doit intervenir. Il l'a fait 2 fois. Alors là, gauche et droite. Sarkozy a sauvé Alstom. Et la gauche a sauvé Peugeot, d'une certaine manière, et sans doute, et il faut le souhaiter, puisque Peugeot est reparti de l'avant, le gouvernement, l'État a pris 14 ou 15%, sans doute ils en sortiront avec des bénéfices. Mais là, c'est vraiment la politique de gribouille. C'est-à-dire que vous avez 50 000 chômeurs supplémentaires au mois d'août, et là, on dépense 700 millions d'euros pour 400 emplois qui n'étaient pas supprimés, puisqu'il s'agissait pour ces travailleurs d'aller travailler, d'aller dans le nord de l'Alsace à Ereshofen. Et comment s'en sortir avec l'Europe, puisqu'il y a quand même un problème de préférence nationale dans cette affaire. Il y a un code des marchés publics. Mais là, justement, il faut que l'Europe cesse, si vous voulez, de s'occuper. Je crois que l'Europe est en train de mourir de sa politique de concurrence, où justement la solidarité ne joue pas. Je pense que l'Europe, et c'est pour ça qu'elle est en partie impopulaire, c'est que plutôt que de s'occuper de la concurrence qui vient de l'extérieur de ses frontières, et Dieu sait si cette concurrence elle est vive, eh bien elle devrait s'occuper de cette concurrence-là et laisser un peu tranquille les différents États européens pour que je pense surtout que les candidats à l'élection présidentielle devraient aborder ce sujet. Aujourd'hui, ils nous donnent des solutions purement françaises. Est-ce qu'ils parlent de l'Europe? Quasiment pas. Or, l'avenir de la France, c'est d'abord faire le constat de la mondialisation, de la situation mondiale, ce que ça veut dire pour l'Europe, et après pour la France. C'est comme ça qu'il faut prendre les problèmes français, et non pas en partant de la situation française. Merci Denis Jambard, merci Yves Tréhard. On regarde ensemble le Zap Élysée de Christophe Combario, le premier zapping politique des matinales. On le regarde ensemble. Il fallait un plan pour sauver Alstom. Ce matin, Christophe Sirugue, le secrétaire d'État à l'industrie, est venu annoncer le plan gouvernemental aux principaux intéressés. L'État s'engage à acheter à sa charge 15 rames de TGV pour un coût de 450 millions d'euros. Elles rouleront sur des lignes intercités. À quelques mois de la présidentielle, on fait n'importe quoi. Alors tant mieux pour les gens de Belfort. Et c'est vraiment une solution industrielle incroyable. On voit que le gouvernement est dans le bricolage électoral, voire électoraliste. Il a fallu à tout prix trouver une solution. Cette solution, elle est quand même bancale. Pourquoi investir dans des TGV pour desservir des lignes qui n'iront pas à plus de 200 km/h? C'est comme si demain Airbus était en difficulté et qu'on demande à Hop, qui est la compagnie régionale d'Air France, d'acheter des Airbus 380 pour desservir Rodez, Lannion ou Agen. Ça n'est pas du bricolage, contrairement à ce que j'ai pu entendre de la part d'un personnage très important au niveau de l'État, qui est pas loin de moi, de la part d'un ancien ministre des Transports, M. Bussereau, qui ne siège pas ici, mais même parfois dans les rangs de la majorité, je pense à M. Hamon. Je regrette qu'il faille la campagne présidentielle pour que ce genre de décision soit prise. Je regrette le défaut d'anticipation, mais je me réjouis qu'une décision soit prise qui préserve l'emploi. On voit bien que rien n'est résolu. En catastrophe, le gouvernement imagine une commande plus ou moins artificielle qui va repousser les échéances de quelques mois, mais qui ne règle pas le problème structurel d'Alstom. Vous devriez sur tous les bancs vous réjouir du maintien du site d'Alstom. Je trouve indécent. Si j'arrive à 3 millions, un petit peu plus, j'aurai des gens du centre, j'aurai des déçus du hollandisme, voilà, et je gagnerai. Quand on est de gauche, qu'on se proclame de gauche, il me semble assez naturel de ne pas aller signer un papier où on dit qu'on est de droite et du centre. Voilà. Où est la loyauté quand on appelle des électeurs de gauche à venir voter, à signer, parjure, un papier dans lequel ils s'engageraient à partager les valeurs de la droite et du centre, alors qu'en vérité, ils n'en partagent aucune. Sarkozy, c'est facile, on voit tout de suite ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Ce qu'on aime, c'est cette énergie. Et puis par ailleurs, il y a de l'autre côté l'excès, la superficialité, l'emballement,
fois un peu le simplisme sur certaines idées. Vous allez soutenir la candidature de Bruno Le Maire à la primaire des Républicains. Je suis convaincu, tu verras. Je suis prêt. Tu paries, je vais gagner la primaire. D'accord. Un coca? Un coca. Parier. J'ai fait le choix du renouveau et de l'homme qui défend le renouvellement de la vie politique française. Le maire, il n'est pas moderne, contrairement à ce qu'il essaye de faire croire. Une façon assez classique et superficielle de voir les choses. Voilà, un Zappé disait qui a beaucoup plu à Yves Tréhard et Denis Jeanbart. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain matin à la même heure pour Territoire d'Info, une émission de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Bonne journée à tous.